Et les remerciements vont à toute l'équipe du GSK ici présente sur les stands dehors. C'est des grands collaborateurs, c'est des gens très responsables et on va leur rendre cet hommage à travers ce symposium. À vous la parole, professeur Bourkhadi. Merci. Voilà donc la prise en charge en 2023. Donc pour dire que l'asthme pose toujours un énorme problème de santé publique, un énorme problème de coût pour le patient et pour la société. Donc à peu près 300 millions d'asthmatiques, 400 000 décès par an par asthme et 300 milliards de dollars de coûts directs de la maladie. Le GINA donc vient de sortir en mai, donc il y a quelques jours. Donc j'ai essayé de lire un petit peu rapidement. Donc ce que j'ai trouvé donc de nouveau, c'est la nouvelle terminologie qu'on va voir. C'est l'ajout de l'association corticothérapie inhalée SABA comme traitement de secours et le traitement anti-interleukine 5, le polizumab, indiqué désormais chez les enfants entre 6 à 11 ans. La nouvelle terminologie, c'est ça. Donc on parle de traitement de maintenance quand il y a un traitement régulier, c'est-à-dire utilisé chaque jour, ce qu'on fait le plus souvent. Un traitement de contrôle, le traitement de contrôle, il dit traitement de contrôle quand ce traitement va viser les symptômes et le risque d'exacerbation. Donc il y a une différence entre traitement de contrôle et traitement de secours, traitement de soulagement. Par contre, le traitement de soulagement, traitement de secours, c'est le traitement inhalé qui est pris au besoin pour améliorer rapidement les symptômes, uniquement les symptômes et non pas les risques du futur. Donc ça rejoint un petit peu les SABA. Par contre, le traitement de contrôle, c'est un traitement qui contient la corticothérapie inhalée, on va le voir. L'autre entité, c'est le traitement anti-inflammatoire de secours. Traitement anti-inflammatoire, on parlait auparavant jamais de cette entité. C'est un traitement de secours qui comporte une faible dose de corticothérapie inhalée, un bronchodilateur d'action rapide. Et puis, comme vous le connaissez, le traitement MAR, c'est-à-dire un traitement qui est à base de corticothérapie inhalée formoterol chaque jour, plus un traitement de soulagement, le même traitement, pris pour le soulagement des symptômes. Bon, comme on l'a vu hier, donc le GINA le dit, bon, le GINA il fait ses 30e anniversaire, donc c'est 1993-2023, et il dit en 2019 que le changement le plus fondamental, c'est ça, donc en 2019, c'est que le GINA ne recommande plus la prise des SABA seul. Alors, les SABA, oui, c'est le premier traitement de l'asthme depuis plus de 50 ans. Donc, on le prenait, on considérait que l'asthme, il y a une bronchoconstriction. Son action rapide et son faible coût a fait de lui le premier traitement. Mais les études déjà depuis les années 2000, le début des années 2000, ont montré que l'utilisation régulière de SABA entraîne un cercle vicieux conduisant à la surutilisation par réduction de la réponse bronchodilatatrice du SABA et la majoration de la réponse allergique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le GINA ne recommande plus l'utilisation de SABA seul. Le traitement doit se baser sur la corticothérapie inhalée. De plus, plusieurs études ont montré que la surutilisation de SABA combinée à la sous-utilisation de la corticothérapie inhalée entraîne une augmentation de décès par asthme. Un malade qui prend plus de 6 inhalations par jour, il y a une augmentation importante d'exacerbation. Ces études ont été exposées hier. Donc l'étude suédoise sur plus de 300 000, à peu près 400 000 malades suivis pendant plus de 7 ans a montré que si le malade utilise plus, quel que soit le stade de la maladie, si le malade utilise plus de 3 flacons par jour, il y a un risque accru d'asthme par an, oui, par an, 3 flacons par an, il y a un risque accru de crise d'asthme et un risque accru aussi de décès par asthme selon la même étude. Donc le GINA, il y a le document de GINA, comme vous le savez, et se base surtout sur des études randomisées contrôlées, mais aussi parfois sur des études observationnelles de faible niveau de preuve, sur des méta-analyses, sur des études qualitatives, et sont également pris en compte dans ces recommandations les préférences du patient, le comportement du patient, est-ce que le malade est observé ou non, la faisabilité de mise en œuvre en pratique clinique et la variabilité des populations du système de santé. Alors,
les nouvelles guidelines de GINA, donc il n'y a pas grand changement, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise au besoin de la corticothérapie inhalée avec ça va, et il recommande toujours les deux tracts, les deux voies, la voie 1 et la voie 2. Voilà, avec même des recommandations pour le traitement initial de la maladie. Et est-ce que ces recommandations sont suivies par les sociétés savantes? On va voir la recommandation des sociétés savantes. On commence par la British Society. Donc les guidelines ont été publiés en 2021. Donc il parle toujours de la prise de traitements réguliers, corticothérapie inhalée, et augmenter la dose, bien sûr, un step down, un step up, si le malade ne s'améliore pas, c'est-à-dire si le malade prend le traitement plus de 3 fois par jour, le traitement de secours plus de 3 fois par semaine, pardon. Les recommandations espagnoles, la même chose. Donc, dans le step 1, dans ce traitement au besoin qui peut être soit un SABA, soit une corticothérapie inhalée plus formoterol ou une corticothérapie inhalée plus salbutamol. Et dès le step 2, donc il donne une préférence à la corticothérapie inhalée en long cours en associant les LABA à partir du step 3. Les Français, donc ils ont publié dans la revue française des maladies respiratoires en février dernier leurs recommandations, même si le GINA donc déjà parlé donc, du tract 1, donc il reste sur la corticothérapie inhalée à faible dose dès le palier 2 et l'association dès le palier 3. Les recommandations saoudiennes, donc là ils ont pris, donc ils ont mis sur le même pied d'égalité les deux tracts, on va dire, donc soit une corticothérapie inhalée de faible dose ou une c'est-à-dire un traitement de foie et traitement de crise, ou bien la corticothérapie, la corticothérapie inhalée à faible dose avec le SABA, ou bien la corticothérapie inhalée, le formoterol, la corticothérapie inhalée au besoin. Plusieurs recommandations, la plupart, si on prend uniquement le step 2 parce que c'est là où il y a on va dire le changement. Donc la plupart, donc les Espagnols, comme on a dit, mais aussi les Japonais, donc l'audose, corticothérapie inhalée, les Canadiens aussi, corticothérapie inhalée. Donc la plupart des sociétés savantes restent sur la prise régulière de traitement de la corticothérapie inhalée. Alors, quels sont les objectifs de la prise en charge de l'asthme? Les objectifs de la prise en charge de l'asthme, comme c'est décrit dans le GINA, c'est améliorer bien sûr la qualité de vie. L'asthmatique doit avoir une qualité de vie normale. C'est-à-dire ça passe par obtenir et maintenir le contrôle des symptômes, mais aussi réduire le risque d'exacerbation, réduire ou diminuer la dégradation éviter la dégradation de la fonction respiratoire et éviter les effets indésirables du traitement. Est-ce que le traitement donc au besoin va agir sur toutes ces composantes? On sait qu'il y a donc les symptômes, la partie visible c'est les symptômes et les exacerbations, il y a une partie invisible qu'on ne voit pas, qui est l'hyperréaction bronchique, qui est l'obstruction des voies aériennes, qui est le remodelage des voies aériennes. Donc il faut aussi prendre en considération, surtout dans la diminution ou la dégradation de la fonction respiratoire. Donc la prise en charge de l'asthme va passer comme c'est un cycle qui fait donc un traitement pharmacologique qui va être ajusté selon un cycle continu. Donc on va évaluer le malade et on va ajuster le traitement en prenant en charge aussi les comorbidités, donc ce qu'on appelle les risques modifiables et les comorbidités, et en prenant aussi en considération les préférences du patient et les objectifs de la prise en charge du patient. Alors parlons du contrôle de l'asthme. Comment on va évaluer le contrôle de l'asthme? Alors selon le GINA, donc on va évaluer l'asthme sur les 4 questions qu'on va poser au malade. C'est-à-dire les crises diurnes, les réveils nocturnes, les crises de sabbat et l'activité, est-ce qu'il est limité ou non limité. En fonction de ça, donc on va dire est-ce que l'asthme est contrôlé. Un asthme est non contrôlé s'il y a plus de, comme vous le savez bien sûr, plus de 2 symptômes diurnes par semaine, au moins un réveil nocturne par semaine,
au moins besoin 2 fois par semaine de Reviver, c'est-à-dire de traitement de secours, si le malade a fait une exacerbation, ou bien si le malade a été hospitalisé durant la dernière année. Il y a le CAT, ou la CT, pardon, la CT, donc, qui va reprendre la même chose en ajoutant un seul item qui est le jugement global du malade. Est-ce que votre asthme est bien contrôlé ou n'est pas contrôlé? Et nous avons bien sûr 5 points, voilà, 5 points de 1 à 5, et le malade est dit contrôlé. S'il a, le score maximum c'est 25, un malade est bien contrôlé s'il a plus de 20, à 7 et plus de 20. Comme vous le savez, voilà, bien sûr aussi on va évaluer les risques de complications futures. Comme vous le savez donc, les critères d'évaluation et l'ACT se basent sur l'utilisation des SAVA. Malheureusement, donc, le dernier consensus qui met donc, le track 2, le track 1 qui est le traitement corticothérapie inhaler-formoterol, actuellement il n'est pas inclus dans soit l'ACT, soit ces critères d'évaluation, le GINA 22 et GINA 23. Alors, la perception du contrôle. Comment le malade va percevoir le contrôle de l'asthme? Tout d'abord, il y a des lacunes très importantes dans les soins primaires. Pourquoi? 53% des patients asthmatiques restent mal contrôlés. Donc, dans une consultation, 71% des patients sont encore mal contrôlés à la deuxième visite et 46% des décès qui sont dus à l'asthme peuvent être évités si les guidelines ont été bien suivis. Alors, comment les malades perçoivent leur asthme? Alors, en répondant à cette question, comment va votre asthme? Alors, 53% vont répondre, selon cette étude un petit peu ancienne, 53, plus la moitié des patients vont répondre que l'asthme est bon, c'est un bon contrôle. Mais si on se fie aux critères de contrôle de l'asthme et l'ACT, 72% de ces malades ne sont pas contrôlés. Donc, les malades vont dire que c'est bien, mais les critères ne sont pas. Alors, on reprend aussi notre étude. Donc, cette étude, l'étude apparente, 20% des malades vont dire que 20% des malades qui ont un asthme contrôlé selon les critères GINA, on va dire. Alors, si ces malades, plus de 80% vont considérer que leur asthme est contrôlé. Alors, qu'il y a 20% uniquement de ces malades qui ont un asthme contrôlé. Et 44% ont connu une exacerbation qui a nécessité la prise de corticothérapie orale. Et 64% d'entre eux pensent que leur asthme n'est pas grave. Donc, c'est des malades qui ne sont pas contrôlés quand même dans au moins 45% des cas, 50% des cas. L'étude apparente 1, donc c'est une étude qui a été faite sur 4 pays, donc l'Australie, le Canada, la Chine et les Philippines, sur un total de 1216. On a posé une question: comment évaluez-vous le contrôle de votre asthme au cours des 4 dernières semaines? Alors, les malades, majoritairement, donc, ils ont répondu qu'ils ont un asthme bien contrôlé. Qui a un asthme bien contrôlé en jaune ou en bleu, ou totalement contrôlé. Plus de 50%, 38%, on va dire 41 plus 15%, 57% ont répondu que leur asthme est bien contrôlé. Cependant, 41% de ces malades ont fait plus de 3 crises d'essoufflement de dyspnée par semaine, 43,6% plus d'une fois, plus d'un réveil nocturne par semaine, et puis c'est des malades qui ont utilisé plus de 2 fois par semaine, 57% ont utilisé plus de 2 fois par semaine. Donc c'est les malades qui vous disent qu'ils ont un asthme contrôlé, et en réalité, ils ne sont pas bien contrôlés. L'étude apparente 2 a été continuée, donc elle a été suivie par l'étude apparente 2 sur un total un petit peu plus important, mais 600 malades. Toujours la même question, dans d'autres pays, y compris la France, l'Italie, le Mexique. Alors la plupart des malades, plus de 50% des malades, 37 et 12%, ils ont un asthme bien contrôlé ou totalement contrôlé. Donc, mais le score moyen de test de contrôle de l'asthme ACT chez ces malades est uniquement de 16. On a dit un asthme contrôlé, c'est l'ACT est supérieur à 20. Voilà, donc 52% donc, ont un essoufflement, donc des crises qui empêchent de faire
les choses au travail, à l'école, à la maison. 57% signalent des réveils nocturnes plus de 2 fois par semaine et 65% utilisent plus de 2 fois par semaine le traitement de secours. Alors, les symptômes de l'asthme, comme on a dit tout à l'heure, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, la corticothérapie inhalée, en principe, va agir sur l'hyperréactivité bronchique, sur l'inflammation des voies aériennes et sur l'évitement, on va dire, ou l'éviction de changements structurels des voies aériennes. C'est pourquoi la corticothérapie inhalée, surtout si elle est prise de façon régulière, elle a beaucoup d'avantages dans ce sens. Alors, qu'en est-il de l'autogestion? Parce qu'on parle, le malade va prendre le traitement en cas de besoin. Qu'en est-il de l'autogestion des patients? Alors, l'autogestion, c'est un élément important de la prise en charge, mais elle peut parfois conduire à un traitement soit excessif, soit un traitement insuffisant. Un malade qui se considère comme qu'il a un asthme stable peut sous-estimer parfois les symptômes et ça va entraîner, peut retarder la prise en charge du médicament, et peut parfois retarder l'acte de demande d'une assistance médicale, peut entraîner à la longue une hyperréactivité bronchique, une hypersensibilité des voies aériennes, une altération de la fonction respiratoire et peut éventuellement diminuer progressivement le contrôle de l'asthme. À l'inverse, parfois, il y a un pourcentage de malades, on va dire 15% de malades, qui peuvent surestimer leur asthme et peuvent utiliser, et peuvent prendre de façon excessive le traitement à la demande, qui peut exposer à une exposition aux médicaments, y compris la corticothérapie inhalée, et peut entraîner bien sûr des effets indésirables. Alors, le contrôle de l'asthme et risque d'exacerbation, ça bien sûr, plusieurs études ont montré qu'un asthme non contrôlé est un asthme qui va entraîner plus d'exacerbations. Chaque fois qu'on diminue l'ACT, le score d'ACT, il y a une augmentation de l'odeur ratio des exacerbations jusqu'à 58% si l'ACT est supérieur, l'ACT à 15 par rapport à 19. Alors, quels critères prendre pour prendre la décision? Est-ce que c'est les symptômes ou la réduction des exacerbations? Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs des médecins? Donc, dans cette étude, les médecins, leur objectif principal dans la prise en charge du malade, c'est améliorer 44% des malades, des médecins veulent plutôt améliorer les symptômes qu'éviter les exacerbations, quelle que soit la sévérité de l'asthme. En cas d'asthme modéré, la même chose, donc 43% versus 34%. Donc les médecins continuent, donc étude quand même 2021, je pense 2022, donc continuent à croire que le meilleur objectif, c'est l'éviction des symptômes. Alors pour les patients, c'est la même chose. Pour les patients, ils veulent surtout ne pas avoir de symptômes que d'éviter d'exacerbation. Donc 46% pour l'asthme modéré, si on prend l'asthme modéré par exemple, 46% veulent, leur priorité c'est éviter de ne pas avoir de symptômes par rapport à ne pas avoir d'exacerbation, 25% versus 46%. Alors, l'étude apparate donc conclut la même chose. Les médecins donc considèrent que le contrôle de symptômes est plus important, donc 39% versus 11% dans les crises si le malade a à l'asthme léger, et 31 versus 25% si le malade a un asthme modéré. Alors, la préférence du médecin dans la prescription, donc on prescrit le plus souvent un traitement régulier par rapport à la prise du SMART. Donc la plupart des médecins, à 85% des médecins ont indiqué qu'ils changent souvent ou parfois le traitement d'une corticothérapie inhalée là-bas à l'autre chez le patient dont les symptômes ne sont pas améliorés. Alors quels sont les principaux résultats de l'étude apparence? Donc jusqu'à 70% des médecins ont signalé qu'un dosage, un traitement régulier par dosage proactif régulier avec ou sans inhibiteur de secours et leur schéma
thérapeutique le plus courant, donc il utilise 71% utilise ce schéma en premier lieu. C'est surtout les pneumologues, plus que les autres spécialités, 75% par rapport aux autres spécialités, les médecine interne, médecine famille. Et le but principal des médecins, c'est 43% des malades vont favoriser le contrôle de symptômes par rapport à la réduction des exacerbations. En plus, dans notre version, il y a une mauvaise utilisation du MAP. 85% des malades ont, en plus du MAP, c'est-à-dire le MAP qui doit contenir un seul dispositif qui est la corticothérapie inhalée et formoterol, ces malades, 85% ont en plus des SAVA. On va le voir. On va le voir dans cette étude, même si des médecins australiens, canadiens, chinois, de Philippines connaissent, dans 55 à 75%, ils connaissent bien le MAP. Malgré ça, la plupart de ces médecins vont prescrire alors always et most of time vont prescrire, on va dire dans 30% des cas, vont prescrire, 20 à 50% des cas, vont prescrire aussi du SAVA. Donc ils vont prescrire et le MAP et le SAVA. Ce qui quand même n'est pas recommandé par n'importe quelle société savante. Alors l'adhérence au traitement, ça c'est très important. Donc le malade doit avoir l'éducation thérapeutique dans l'asthme très importante. Cette étude montre bien que les asthmes contrôlés sont des asthmes qui ont une bonne technique, une bonne adhérence, donc dans 41%, une bonne technique, une adhérence partielle dans 38%. Donc plus de 70% des cas, ce sont des malades qui ont une bonne technique déjà et une adhérence bonne au meilleur. Alors les malades qui ne sont pas contrôlés, c'est les malades qui ont une mauvaise technique d'utilisation des aérosols et une mauvaise adhérence dans 21% des cas. Et puis donc les malades qui ont une mauvaise technique aussi, une adhérence partielle, ne sont pas bien contrôlés. Alors, pour arriver un petit peu à la fin, est-ce qu'on va préférer le tract 1 ou le tract 2? Alors, le background de Gina dans le changement, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent que ces changements sont dus à des constatations, c'est que les asthmes dits légers sont à risque à des événements sérieux. 30 à 37% des adultes avec asthme léger souffrent d'exacerbations et vont faire des exacerbations. 16% vont faire même des exacerbations sévères et 15 à 20% des décès dus à l'asthme se voient chez ces malades qui ont un asthme léger. Un asthme qui fait moins de 3 prises par semaine, moins de 3 fois par semaine des symptômes. Alors, le GINA a basé ses recommandations sur deux choses. Premièrement, sur la prévention des exacerbations sévères, en limitant l'utilisation des corticothérapies inhalées quotidiennes chez les patients présentant des symptômes légers ou peu fréquents, et à la sécurité des formoterol au besoin dans le traitement d'entretien de secours sur nouveaux signaux de sécurité. Et deuxième chose, donc sur la prévention des exacerbations, mais aussi sur le comportement normal du patient. Donc le malade, quand il va sentir qu'il est gêné, il va prendre le traitement de soulagement. Mais on sait bien sûr que les exacerbations sont dues à plusieurs stimuli, en particulier la mauvaise adhérence. Alors les nouvelles recommandations de GINA, donc le tract 1. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors si le malade n'est pas adhérent, et si le malade est exacerbateur, on va préférer la voie 1, donc qui est la prise de la corticothérapie inhalée formoterol en cas de besoin, et à partir du stade 3, donc prendre le traitement régulier avec la corticothérapie inhalée formoterol comme traitement de secours, comme traitement de contrôle, on va dire. Alors, par contre, si le malade est adhérent, on peut aller à la deuxième voie, donc prendre la corticothérapie. Alors bien sûr, le step 1, prendre le SAVA, mais avec la corticothérapie inhalée, donc on aura le système où il y a les deux prochainement probablement. Sinon, à partir du step 2, on va donner la corticothérapie inhalée à faible dose de façon régulière. Voilà, donc je pense. Alors, quels sont donc le traitement proactif? Donc, il y a donc une large base de preuves à démontrer qu'un traitement régulier avec corticothérapie inhalée ou bien corticothérapie inhalée plus là-bas traite la physiopathologie sous-jacente et la symptomatologie de l'asthme afin que le malade soit géré de manière proactive et efficace, et qu'un traitement régulier
avec un traitement constant et régulier, auto-suivi, l'autonomie est réduite, minimisant ainsi le risque de sur- et de sous-traitement de l'asthme, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc la stratégie de traitement recommandée par les lignes directrices dans l'asthme vise à atteindre de manière proactive les objectifs de traitement de l'asthme, de contrôle des symptômes et de réduction du risque d'exacerbation grâce à une administration régulière de médicaments à base de corticothérapie inhalée pour toutes les sévérités de l'asthme. Il y a même des études, donc cette revue systématique, un petit peu ancienne peut-être de 2014, donc qui a vérifié, alors qui a contrôlé donc deux traitements, le traitement MARD, le traitement PRD, contrôlé par rapport à la corticothérapie inhalée à faible dose. Donc 59 000 malades, 66 études, etc. Donc les résultats, elles ont trouvé que le PRD, donc le traitement régulier, et le MARD, une minute, ont tous de réduit de manière significative le risque d'exacerbation sévère par rapport à la corticothérapie inhalée, et même le PRD, ou le traitement régulier à dose fixe, et le MARD avaient des ratios de taux similaires, un classement similaire dans l'analyse de la probabilité de différents événements. Alors, les considérations actuellement, donc les patients sous MARD qui n'ont pas été soulagés par formoterol ont dû prendre le SABA. Donc, ces patients sont donc considérés comme étant dans la mauvaise voie de prise en charge. Ils doivent utiliser donc des corticothérapies inhalées là-bas réguliers à dose optimale pour améliorer le contrôle de l'asthme et réduire le besoin au SABA, éviter les conséquences d'un double reliever. Donc, et le SABA là-bas, et le SABA plus formoterol, et le corticothérapie inhalée plus formoterol. L'une des raisons qui oblige les patients à utiliser le SABA, c'est que le dispositif d'administration, en cas de crise, il faut un débit inspiratoire assez élevé pour le turbulent à l'air, donc le malade va préférer plutôt la nébulisation ou le spray. Donc les préférences de MARD, la préférence MARD par GINA est basée sur la sécurité du releveur par rapport au SABA, dans le but d'éviter la monothérapie. Mais les preuves provenaient d'études utilisant la réduction des exacerbations comme critère d'évaluation principale, sont prenant en compte les autres critères, la qualité de vie, le contrôle de l'inflammation, l'hyperactivité bronchique et le remodelage. En conclusion, je dirais que l'asthme, on le sait, on le dit à nos étudiants, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie chronique. Donc le traitement se basera sur un traitement anti-inflammatoire qui est la corticothérapie inhalée. La prise en charge du patient asthmatique n'est certainement pas uniquement une prescription, mais c'est l'éducation thérapeutique, avoir l'adhérence du patient au traitement, le rôle du praticien dans le choix de la stratégie adaptée à son patient, intégrer le patient dans la décision thérapeutique, donc en adhérence, et le traitement évolutif. Donc il faut évaluer, adapter, éventuellement passer d'un stade à un stade, d'un palier à un palier. Et puis pour dire est-ce que c'est le tract 1 ou le tract 2, je dirais plutôt on peut utiliser et le tract 1 et le tract 2. Et peut-être on va peut-être un petit rigide entre l'asthme et la BPCO et dire les malades exacerbateurs fréquents, on va les traiter comme ça, et les malades symptomatiques, on va les traiter comme ça. Donc peut-être on attendra un petit peu l'évolution de la connaissance. Merci. Merci, monsieur le professeur Bourkadi, pour cet exposé ample d'enseignement et pratique comme à l'accoutumée. La parole à la salle. 2 questions, parce qu'on est en retard, s'il vous plaît. En attendant les questions, peut-être on va intervenir. Monsieur Bourkadi, c'est vrai que la maladie asthmatique est une maladie chronique, que nous avons énormément d'outillage diagnostique et thérapeutique. Nous avons suffisamment de pneumologues qui arrivent sur la vie professionnelle. Comment, dans notre culture, explique-t-on que la moitié des malades ne sont pas bien traités? Je ne parle pas des comorbidités, bien sûr, qui sont là. Donc, on se heurte toujours à cette maladie depuis des décennies et on n'arrive pas à voir encore le bout du tunnel. Est-ce qu'il y a un problème? Ben, le traitement, toutes les maladies chroniques, ce n'est pas uniquement l'asthme. L'asthme, le diabète, l'HTA. Alors, il y a un sous-diagnostic déjà, ou un sous-traitement. Mauvaise éducation, pas d'éducation thérapeutique. Ben, les masses médiales, nous aussi, les médecins, on ne fait pas notre boulot dans ce sens. On est des prescripteurs plutôt que des gens qui donnent donc, des renseignements un petit peu d'éducation. Donc, je dirais donc comme... Peut-être, oui. Donc, toute maladie chronique nécessite bien sûr l'éducation thérapeutique est très importante dans ce sens. Donc,
Les médecins traitants prennent 60% des asthmatiques. Il n'y a pas de relation entre les deux, entre le médecin traitant et le pneumologue. Malheureusement. Oui, déjà. Donc, comme j'ai dit, la conclusion, ce n'est pas une prescription thérapeutique. C'est une relation médecin-malade, oui. Okay. De la corticothérapie inhalée qui est associée au savon, chose qui est première actuellement. Est-ce qu'il y a un choix ou une préférence entre les molécules, entre les corticoïdes inhalés qu'on peut associer au sabbat en cas de besoin? Alors, oui. Pour le palier 1, oui. Oui. Là, je pense qu'il n'y a pas d'études dans ce sens. Moi, je n'ai pas vu d'études dans ce sens. Donc, ils ont dit qu'il faut prendre une corticothérapie inhalée. Donc, ils ont dit fluticasone, le clométasone, il n'y a pas de problème. D'accord. Sinon, pour le traitement de secours, lorsqu'on associe le sabbat à l'association formotérol-budesonide, je vois que c'est justifié lorsque j'ai un patient en exacerbation et qui ne s'améliore pas seulement sous la dose maximale d'association formotérol-budesonide. À ce moment-là, je vois que c'est justifié de donner de plus le salbutamol pendant une durée limitée, pour qu'il ne dépasse pas la dose maximale qu'on a en association formotérol-budesonide. Alors, si le malade fait une exacerbation, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, on va passer même en nébulisation dans l'écothérapie orale. Mais si le malade il a des gènes respiratoires, en principe, ce qu'il dit dans le GINA, il faut prendre jusqu'à 6-8 fois l'association écothérapie inhalée salmétorol, formotérol. Ok, merci. Une autre question? Bon, parce qu'il n'y a pas de questions, avant de clôturer cette séance, je tiens à remercier Monsieur le professeur Bourkadi pour sa amabilité, sa disponibilité toujours. Je remercie aussi le laboratoire GSK qui accompagne les pneumologues dans leur formation continue. Et surtout, je salue le professionnalisme de l'équipe de marketing et aussi les délégués et les superviseurs. Et je remercie mon ami le président de notre congrès, je vois qu'il est parti. Et à travers lui, je remercie tout le bureau de l'AFMAPAD pour le travail qu'ils ont fait, je sais bien, qu'ils ont fait d'une façon acharnée. Ils ont déployé de grands efforts pour réussir ce congrès et venir ici à Agadir. Et je vous félicite de votre congrès. C'était une réussite. Grâce à la présence, réussite aussi à cause des thèmes qui sont de niveau, bien sûr avec des intervenants de qualité qui toujours font honneur à notre région par leur présence. Et je vous dis, ça c'est la première partie, mais Agadir vous accueille toujours avec plaisir pour la deuxième partie, pour les 9e GPA, le 23 et le 24 juin. Soyez nombreux, vous serez agréablement surpris. Alors, les GPA, ce n'est pas les journées de pneumologie allergologie, ça n'a rien à voir, c'est les journées de pneumologie à Agadir et région, donc fin juin.